Merci beaucoup. Merci, Monsieur Abdelkacem, professeur Benchkroun. À mon d'abord, je m'excuse pour ce retard qui était dû à des problèmes d'ordre organisationnel pour ma part, compte tenu qu'en fait, on avait notre DU de gériatrie qui a fini à 14 heures. Alors, je tenais absolument à remercier mon ami le professeur Naïma Hafedi et bien évidemment le professeur Bousfiha de m'avoir convié pour vous parler d'une thématique assez particulière, parce que souvent, quand on entend parler de déficit immunitaire primitif, on pense véritablement à un profil pédiatrique. Et on va voir que finalement, c'est vrai que ces déficits immunitaires primitifs sont l'apanage des formes de l'enfant, diagnostiquées à un âge tôt, mais on va voir que de plus en plus, et ce grâce à une meilleure connaissance de ces déficits immunitaires, eh bien on a souvent, et surtout grâce finalement, ou plutôt à cause de certaines manifestations qui ne sont pas véritablement liées à un déficit immunitaire, mais plutôt à un profil auto-immun qui va se profiler, et bien souvent on a des formes qui seront à révélation tardive, comme nous le verrons dans un moment. Alors bien évidemment, quand on parle de déficit immunitaire chez l'adulte, on va penser aux formes secondaires qui sont acquises, qui sont les plus fréquentes, parmi lesquelles l'infection par le VIH. Nous savons que notre pays, certes, a une faible prévalence, mais on a de plus en plus de nouvelles infections par le VIH. Nous avons aussi des patients qui sont sous thérapeutique immunosuppressive, mais bien évidemment, on a de plus en plus de formes à révélation tardive. Alors, ces formes à révélation tardive, elles sont surtout dominées par deux situations, et en particulier une situation sur laquelle je vais insister, qui est le déficit immunitaire commun variable. Alors, ces déficits immunitaires sont à révélation, comme je viens de le dire, très souvent précoces, mais aussi tardives. Alors, je ne parlerai pas des formes. Nous avons décidé avec Madame Hafedi de voir un petit peu pour qu'on puisse avoir une transition des consultations pédiatriques. Je ne parlerai pas des formes révélées à un âge pédiatrique, mais plutôt des formes qui sont diagnostiquées à un âge tardif. Alors, cette déficit, je ne vous parlerai pas, je ne vous ferai pas l'affront de vous faire de la répétition. Ça touche bien évidemment en particulier l'immunité innée et dans notre contexte, et ça nous pose de gros problèmes d'ordre diagnostique. Un patient qui nous fait des nodules cutanés bizarroïdes, des infections fongiques un peu particulières, ou alors pour lesquels on trouve des ganglions et qu'on va bien évidemment les biopsier, rechercher et écarter un lymphome, souvent on est devant un tableau de granulomatose et on ne sait pas quoi en faire. Et c'est là où véritablement le diagnostic et le test de fonctionnalité des polynucléaires neutrophiles est extrêmement important. En l'occurrence, bien évidemment, je parlais de la granulomatose septique chronique. Et puis ça peut aussi toucher l'immunité adaptative, notamment humorale et cellulaire, qu'on va voir dans un petit moment. Alors, chez l'adulte, en pratique, on écarte l'infection par le VIH, on écarte les hémopathies, en particulier les syndromes lymphoprolifératifs, mais aussi les myélomes multiples, et ce d'autant quand on a devant un tableau d'hypogammaglobulinémie, et bien évidemment les patients qui sont sous biothérapie, les patients qui ont un rhumatisme inflammatoire, sachant que l'ère de la biothérapie est en train de se développer chez nous au Maroc, et que les biothérapies sont certes extrêmement importantes dans la thérapeutique de certaines maladies auto-immunes, mais qui malheureusement peuvent nous donner lieu à une hypogamma. Et puis après avoir écarter toutes ces situations, à ce moment-là se poserait la question, s'agit-il pas d'un déficit immunitaire primaire de l'adulte? Donc je parlerai des formes diagnostiquées à l'âge de l'adulte. Et selon les recommandations, nous sommes devant un nombre de situations parmi lesquelles 3 sont extrêmement importantes pour l'interniste. En particulier, un patient qui a souvent des infections répétées, je ne vais pas vous faire l'affront de vous faire le listing de ces situations. On sait que des infections répétées, on va rechercher une immunodépression, certes acquise, puis finalement innée primitive, mais surtout un patient qui aura souvent la nécessité d'avoir recours à des antibiotiques par voie intraveineuse. Et nous, dans le CHU, bien sûr, chez l'adulte, souvent on a des patients qui sont infectés et qui rapidement, on a l'escalade thérapeutique pour donner ce genre d'antibiothérapie. Et de là, il faut absolument se poser la question, ne s'agit-il pas véritablement d'un déficit immunitaire? Puisqu'on va le voir, professeur Bousfiha est le mieux placé pour le savoir, c'est que nous avons des formes diagnostiquées qui malheureusement, au bout d'un certain nombre de temps, avec des séquelles en particulier pulmonaires, et ce, c'est véritablement dommage. Et puis, un tableau qui est très fréquent chez nous au Maroc, chez nous en médecine interne. Un patient qui vient pour une fièvre inexpliquée, jusqu'à il y a quelques temps, on ne pensait pas au déficit immunitaire primitif. On pensait à un certain nombre de situations, mais on ne pensait pas justement au déficit immunitaire primitif. Et puis, ces manifestations auto-immunes, certes extrêmement fréquentes, surtout chez nous au Maroc, en particulier la thrombopénie immunologique et les anémies hémolytiques auto-immunes, qui, quand elles ne sont pas dans un cadre nosologique de maladies auto-immunes bien individualisées, se poseraient la question, ne s'agirait-il pas d'un déficit immunitaire? Et ce, d'autant que toutes les études, dont certaines je vais essayer de les partager avec vous, ont bien démontré
que les manifestations auto-immunes au cours d'un déficit immunitaire sont un facteur prédictif de mortalité beaucoup plus précoce que quand on n'en a pas. Et puis, le gros problème des granulomatoses. Souvent, un patient qui a une granulomatose, chez nous, on va penser bien évidemment, à juste titre, compte tenu de notre pays, de notre caractère endémique par rapport à la tuberculose, on pensera à la tuberculose. Souvent, c'est des patients qui vont être traités par antibacillaire. Souvent, c'est un traitement d'épreuve. On a un granulome, on n'a pas de nécrose, mais on va traiter quand même parce que c'est un patient qui est, entre guillemets, excusez-moi l'expression, qui est assez chaud et qu'il faille assez vite faire. Et bien, à ce moment-là, souvent, on a un tableau de granulomatose septique chronique qu'il faille rechercher et on va voir comment. Donc, déficit, ça peut toucher l'immunité innée, spécifique, la fonction phagocytaire notamment. Et puis quand on voit de plus en plus à chaque année, tous les 2 ans, tous les 2 à 3 ans, ben on a de nouveaux cas. Et sachant que depuis l'avant-dernière classification déjà, on a eu 34 nouveaux gènes qui ont été détectés pour les déficits immunitaires globaux, comprenant bien évidemment d'abord ceux de l'enfant, avec un nombre total de gènes qui est assez conséquent. Et quand on voit toutes ces données qui ont été poolées, au plan mondial, dans tous les pays, et notamment dans notre continent, eh bien on voit qu'on a de plus en plus de nombre de cas à révélation tardive. Ce ne sont pas que des cas forcément diagnostiqués à l'âge pédiatrique, mais plutôt de façon assez tardive, à partir de 25, voire même à partir de 60 ans pour certains cas. Alors, je ne vais pas détailler le type de déficit, il y en a 8, si ce n'est qu'on va voir ensemble les déficits de l'immunité cellulaire en particulier. On va voir notamment le déficit de l'immunité humorale par rapport au déficit au DICV. Et ce qu'on va voir ensemble, c'est effectivement, en premier lieu, cette situation très fréquente, cette situation que nous devrions connaître, cette situation qui malheureusement n'est souvent pas diagnostiquée au temps opportun. Et dans ce sens, on a souvent des patients qu'on va perdre à cause d'infections sévères, qu'on va perdre à cause de séquelles pulmonaires sévères qui vont donner lieu à un tableau de dilatation de bronches qui vont bien évidemment impacter la qualité de vie de nos malades. La deuxième situation que nous allons voir, et parce qu'on va vraiment avoir de gros problèmes d'ordre diagnostique, c'est ces granulomatoses chroniques septiques. Et puis un mot sur les lymphoproliférations auto-immunes et en particulier une situation particulière où on est devant des cytopénies auto-immunes, où on est devant un taux de vitamine B12 élevé, et on se dit, est-ce qu'il n'y a pas une hémopathie sous-jacente? Peut-être qu'il n'y a pas une hémopathie sous-jacente, mais si on fait le diagnostic du syndrome lymphoprolifération auto-immune, on pourra justement éviter l'évolution vers cette hémopathie, notamment faire des lymphomes de type non-Hodgkinien. Alors, à l'échelon mondial, c'est très fréquent, c'est surtout le déficit sélectif en IgA qui lui-même n'impacte pas et n'est pas responsable de maladies infectieuses proprement dites, sauf quand il est dans un pool de pathologies auto-immunes. Mais quand on voit un petit peu notre registre, ça a été fait par le professeur Bosfeha et notre registre marocain, le nombre de cas qui ont été donc finalement diagnostiqués de 400 et le nombre de cas estimés, on est bien évidemment et malheureusement, malgré tous les efforts que mène le professeur Bosfeha, assez en dessous des chiffres attendus et donc c'est dire l'intérêt de la sensibilisation et de la connaissance de ce genre de pathologie. Alors, premier registre marocain qui a été fait sur une quinzaine d'années, je suis désolée, nous avons le mastodonte du déficit immunitaire ici présent. Je ne vais peut-être pas trop détailler les travaux qui ont été menés par le professeur Bosfeha, si ce n'est que dire qu'on est quand même parmi les cas qui ont été répertoriés, on avait quand même 5% de formes diagnostiquées à l'âge adulte, parmi lesquelles, ici, dans ce diagramme, où le professeur Bosfeha essaye de voir les nombres de cas qui étaient suivis, mais qui sont passés à l'âge adulte, mais surtout les nombres de cas diagnostiqués tardivement, on est quand même de plus en plus, et ce grâce à une meilleure connaissance de la maladie, ce grâce à une meilleure sensibilisation et une meilleure formation des médecins, grâce aux efforts louables par notre maître le professeur Bosfeha, eh bien on a de plus en plus de cas répertoriés. Alors, en Iran, on a essayé de voir ce déficit immunitaire commun variable chez l'adulte, le déficit immunitaire primitif chez l'adulte, sur un suivi de l'ordre de 6 ans. Alors, 55 adultes. Est-ce qu'il y aurait un chargeur, s'il vous plaît? 55 adultes, avec des extrêmes d'âge assez conséquents, quand même, jusqu'à 69 ans. Première maladie qui vient en premier, c'est le DICV, le déficit immunitaire commun variable. La granulomatose septique qui vient en deuxième lieu. Et parmi, bien sûr, qu'est-ce qui ressort? C'est finalement l'hypogamma et la notion d'infection pulmonaire à répétition qui doit nous faire évoquer ce diagnostic. Alors ce déficit immunitaire commun variable qui est finalement le plus fréquent et qui doit absolument être recherché
chez tout patient faisant des infections pulmonaires, des infections ORL à répétition, et dont le diagnostic est très simple, c'est un protidogramme, lequel protidogramme nous montrera une hypogammaglobulinémie, comme je vous le montre sur cette plaque, avec des critères diagnostiques assez clairs, après avoir éliminé les différents autres déficits immunitaires secondaires. Sachez que l'âge médian au moment de diagnostic est de 37 ans, et qu'en général, on met, ce qui est quand même assez grave, 5 ans pour poser ce diagnostic. Or, c'est un diagnostic qui n'est pas compliqué. C'est un dosage des immunoglobulines, c'est une baisse de la réponse vaccinale, et c'est l'élimination des déficits immunitaires secondaires, ce qui n'est pas du tout compliqué. Alors, quel est le profil clinique de ces patients qui ont un déficit immunitaire commun, variable, à l'âge pédiatrique, mais surtout à l'âge adulte, c'est qui nous concerne. C'est ce à quoi essaie de répondre une étude française qui a été menée par des gens une étude européenne, britannique en particulier, mais qui a été faite au décours à travers un registre européen, où vous voyez, parmi les patients qui ont été là, parmi ces patients, ces 2200 patients, nous avons quand même 1600 patients qui ont été diagnostiqués à partir de 18 ans, eh bien, les maladies, les signes cliniques, les symptômes, les cadres médicaux qui doivent nous évoquer ce diagnostic, ce sont les infections pulmonaires. Mais quelque chose qui nous intéresse, nous, les médecins des adultes, ce sont les maladies auto-immunes. Et parmi ces maladies, ce sont les cytopénies auto-immunes. Or, on a un certain nombre d'anémies hémolytiques auto-immunes qui sont diagnostiquées comme étant idiopathiques, et pourtant, elles sont en rapport souvent avec un déficit immunitaire commun variable. Et qu'est-ce qui a été démontré parmi ces 2200 patients? On a eu 124 cas qui sont décédés. Et bien, ces patients sont décédés. Et quels étaient les facteurs liés au décès de ces malades? C'était les taux des immunoglobulines, qui étaient extrêmement bas, et surtout la durée d'hospitalisation qui était liée justement aux infections sévères dues à cette hypogammaglobulinémie. Et enfin, qu'est-ce qui ressort dans cette même étude? Parmi ces 2200 patients, dont les 1600 sont à révélation tardive après 25 ans, eh bien, regardez ensemble, c'est qu'on peut avoir la survenue d'une hémopathie, notamment d'un lymphome, avant même le diagnostic d'un déficit immunitaire commun variable. Donc, et mieux encore, dans 34% des cas, et encore plus, presque la moitié de ces malades ont fait apparaître pendant le cours évolutif de ce DICV, de ce déficit immunitaire commun variable, la survenue d'un lymphome. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je fais le diagnostic, je dois absolument surveiller mon malade de très près, parce que souvent ce sont des lymphomes qui peuvent passer à la trappe avec un diagnostic tardif et donc bien évidemment assombrir le pronostic. Pareillement pour les signes auto-immuns et pareillement pour la survenue de splénomégalie. Et qu'est-ce qui a été relayé? C'est que dans ce gros registre européen de 2200 cas de patients ayant un déficit immunitaire commun variable, eh bien il y avait des caractéristiques, à tel point qu'on a authentifié un certain nombre de phénotypes de déficit immunitaire commun variable. Les déficits immunitaires communs variables associés à une entéropathie, les déficits immunitaires communs variables associés à une auto-immunité, associés à une granulomatose. Et pourquoi c'est extrêmement important à les identifier? C'est parce qu'il a été bien démontré que quand vous aviez un granulome ou quand vous aviez une infiltration lymphocytaire chez des patients qui ont un déficit immunitaire commun variable, c'est prédictif d'une évolution vers une hémopathie, vers une lymphoprolifération maligne et mieux encore, vers aussi une pathologie tumorale gastrique avec un pronostic assez sombre. Donc, premier message, diagnostic rapide et surtout surveillance rapide, surtout quand on a des adénopathies avec infiltration granulomatose. Deuxième message, nous sommes dans un pays où on a énormément de maladies cœliaques et nous savons que la maladie cœliaque a changé de visage, qu'on a de plus en plus de formes à révélation tardive. Eh bien, la maladie cœliaque, elle a véritablement changé de visage. Il y avait une question, une conférence. Est-ce que la maladie cœliaque est difficile militaire? Il y avait avec nous les gastro qui ne voulaient pas lâcher. Alors, il y a des formes de pseudo-maladies cœliaques. On a une infiltration intra-épithéliale, une lymphocytose intra-épithéliale, et qui est liée aussi, qui peut être liée à un déficit immunitaire commun variable. Et donc, c'est vrai que ces formes pseudo-cœliaques, on n'a pas d'immunité, on n'a pas les anticorps, on n'a pas la trophie jéjunale typique, eh bien, ça peut être une forme de pseudo-cœliaque, auquel cas il faudra rechercher un déficit immunitaire commun variable d'après donc ce beau travail. Et enfin, un travail européen, britannique, avec un suivi de 25 ans. Toujours des patients ayant un DICV, un déficit immunitaire commun variable, avec un âge moyen assez
conséquent de 26 ans. Ce qui a été bien démontré, c'est que dans ce registre-là, il y avait là aussi une individualisation de 4 types comme celle que je viens de vous donner. Et ce qu'il a été démontré, parmi ces 330 patients qui étaient suivis pour un déficit immunitaire commun variable, eh bien 15 d'entre eux sont décédés. Et quels sont les facteurs prédictifs de décès? Je vous rappelle, c'est au Royaume-Uni et ce sont des sujets jeunes. Eh bien, c'est la survenue, la présence d'une entéropathie, d'une infiltration lymphocytaire, d'un lymphome non-Hodgkinien, on s'attendrait, et aussi de maladies auto-immunes. Et on sait que dans le DICV, et on sait que dans les déficits immunitaires primitifs, on a souvent une baisse de ces lymphocytes T régulateurs, de baisse de cellules apoptosiques qui sont responsables justement de ce profil auto-immun de ces malades. Alors, toujours pareil, un suivi prospectif pour être beaucoup plus rapide, 252 cas, un suivi sur une période de 3 ans, ce qui a été bien démontré, très belle étude parisienne, l'équipe de Saint-Louis, que d'abord quand on voit, il y a toujours un âge au diagnostic, un petit retard de 10 ans. Mais ce qui a été bien démontré, c'est qu'avant la meilleure connaissance de ces déficits immunitaires communs variables, eh bien le délai diagnostique était beaucoup plus long. Déjà, il y a un effort. Et puis ce qui ressort, à côté de ces formes toujours pulmonaires au premier plan, il ressort que des infections persistantes au cours du déficit immunitaire commun variable, parce qu'on a fait quand même une étude à parasitométrie en flux, c'est hétérocorrélé non pas à la baisse du taux des immunoglobulines, mais plutôt au taux diminué des lymphocytes B mémoire, notamment les CD17 et les CD19. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est en pleine connaissance. Ces connaissances, quoique, excusez-moi là aussi du terme, assez simpliste de se dire que c'est un déficit de l'immunité humorale, il y a aussi une baisse des lymphocytes B mémoire qui rend compte de la survenue de ce type d'infections qui sont assez sombres chez ces patients-là. Donc finalement, déficit immunitaire commun variable, souvent associé à une granulomatose comme on vient de le voir. Cette granulomatose est-elle d'origine infectieuse? Est-elle due à une infiltration lymphocytaire? Est-elle due à une dysrégulation lymphocytaire? Et quel est le principal piège diagnostique chez nous, à côté de la tuberculose? C'est bien la sarcoïdose. La sarcoïdose, souvent on se perd. Souvent, un patient qui a une granulomatose, un tableau pulmonaire, quelques petits éléments, notamment lymphopéniques, et on pense à la granulomatose, surtout si on a un profil de cytométrie CD4, CD8 assez évocateur, eh bien, c'est quand même un énorme piège diagnostique avec surtout un risque de retard diagnostique qui risque d'être là aussi assez délétère pour notre patient. Alors, cette étude a bien été démontrée qu'il y avait quand même certaines affinités par rapport au DICV, par rapport comparé à la sarcoïdose, si ce n'est que dès qu'on a un granulome, même pulmonaire, même à la biopsie salivaire, même un tableau pulmonaire, évocateur d'une sarcoïdose, avec même un dosage de l'enzyme de conversion qui est élevé, si nous avons une anémie hémolytique auto-immune, et nous avons eu des pièges diagnostiques dans le service par rapport à cela, si nous avons une thrombopénie immunologique, ce n'est pas une sarcoïdose et qu'il faille plutôt redresser le diagnostic vers un déficit immunitaire commun variable. Et ce qui a été démontré dans ce travail-là, c'est que quand vous avez un déficit immunitaire associé à un granulome, ce granulome, en général, il faut absolument demander une immunohistochimie parce que dans un tiers des cas, on va retrouver un lymphome quelque part. Et souvent, ce sont des lymphomes, certes de bas grade, mais qu'il faut rapidement diagnostiquer avec une médiane de survie que vous voyez qui est bien différente par rapport à un DICV sans granulome. Donc, en pratique, un patient chez qui on suspecte un déficit commun variable, dosage pondéral, phénotypage lymphocytaire B pour voir les lymphocytes B switchés mémoire qui ont un impact sur la récurrence des infections, sur la survenue du granulome et finalement le potentiel évolutif vers un lymphome. Bien évidemment, on élimine les autres causes d'hypogamma-globulinémie et puis on recherche les complications. Alors, les recommandations sont claires. Le DICV ne sera substitué en immunoglobuline par voie intraveineuse ou sous-cutanée quand nous avions des infections sévères, quand elles sont répétées, quand le taux est inférieur à 3,5 et chez la femme au 3e mois. L'antibioprophylaxie, c'est selon que nous ayons ou pas une dilatation de bronche. Dans ce cas-ci, en l'absence de dilatation de bronche, le Bactrim est important pour éviter les infections pulmonaires gravissimes, notamment en germes encapsulés, et sinon les macrolides. Et quand vous avez du pseudomonas, là on est obligé de donner de la colimycine. Et bien évidemment la vaccination contre les germes en l'absence de déficit des lymphocytes B, bien évidemment, donc nécessité d'avoir une cytométrie en flux. Deuxième situation, après ce DICV, on va parler de cette situation très fréquente chez nos patients qui va venir altéré, fatigué, fièvre au long cours, polyadénopathie, on ne sait pas quoi faire, on biopsie de partout, on trouve du granulome.
qu'est-ce que c'est que la granulomatose chronique septique? Eh bien, cette granulomatose chronique septique, certes, est un diagnostic pédiatrique, mais quand on a, c'est quoi finalement? En fait, on sait que le pouvoir microbactéricide des polynucléaires ou des macrophages est dû à une enzyme qui s'appelle la NADPH oxydase. Eh bien, la NADPH oxydase, à cause de mutations ou d'anomalies génétiques, sera déficitaire. Quand elle est déficitaire de façon totale, c'est la forme pédiatrique. Quand c'est un déficit de façon partielle, c'est révélé à l'âge adulte. Souvent, on a quelques cas sous forme de case report. Nous n'avons pas de grosses séries de granulomatoses septiques en dehors de ces registres européens dont je vous ai parlé et qui sont là aussi dénués de risques, pas dénués de risques, notamment infectieux et auto-immuns. Alors, le type de granulomatose, ce déficit en NADPH, on a en fait, selon le type génétique, 5 types. Et la plus importante chez nous, c'est celle qui est liée à l'X. Alors, comment faire ce diagnostic? Un patient qui vient nous voir, syndrome fébrile, des fièvres récurrentes, une infection fongique, une aspergillose qui vient comme ça chez un patient qui a un poumon qui va bien. Et l'autre diagnostic différentiel, c'est un patient pour lequel on pensait qu'il avait une sarcoïdose parce qu'on avait trouvé du granulome, et qu'il y a un foyer pulmonaire sur lequel va se greffer une aspergillose, nous avons eu des cas comme ça, eh bien pensons à un granulomatose chronique septique. Et quand on fait un hémogramme et qu'on tombe bizarrement sur une hyperleucocytose à polynucléaire neutrophile, faisons le test de fonctionnalité des polynucléaires neutrophiles, notamment de la dihydrorhodamine, qui actuellement supplante le test au NBT et qui lui justement pose le diagnostic assez vite de ce genre de maladie. Alors, les sites infectieux les plus fréquents, c'est le poumon, comme je viens de le dire, la teinte cutanée et les ostéomyélites. Alors, le gros souci chez ce genre de patients, c'est d'identifier le germe, puisqu'en général, on a du mal, et c'est souvent grâce à une collaboration avec nos amis microbiologistes, parasitologues, pour rechercher justement l'aspergillus en premier lieu et le staphylocoque en deuxième lieu. Mais la grande difficulté de ce genre de pathologie, c'est quand vous avez une auto-immunité au premier plan, c'est ce qui nous arrive. Quand vous avez un patient qui vient pour un tableau de bicytopénie auto-immune, c'est ce que nous voyons dans le service, et que vous faites des biopsies un peu partout, vous trouvez du granulome. Alors, est-ce la cause ou la conséquence? C'est là où la difficulté diagnostique, et c'est là où on a besoin énormément de la cytométrie et du test de fonctionnalité. Et enfin, il faut savoir que ces patients-là ont là aussi un risque d'évolution vers le lymphome, comme ça a été bien démontré dans ce travail. 80 patients d'âge moyen de 23 ans avec un suivi, c'est des patients pour la plupart étaient diagnostiqués à un âge précoce, à l'âge de 2 ans, avec un suivi médian de 24 ans. Qu'est-ce qui ressort? Eh bien, il ressort que, à côté du type de révélation, notamment infectieux, vous avez aussi l'inflammation qui vient en deuxième lieu. Et quand on voit, on se rend compte que ces patients-là, quand ils sont diagnostiqués avant 16 ans par rapport au diagnostic après 16 ans, eh bien, les infections sont surtout l'apanage des patients avant 16 ans. Eh bien, je vais passer rapidement pour dire que la granulomatose septique chronique doit faire partie des diagnostics à évoquer devant un patient qui a une granulomatose non spécifique, avec des recommandations qui sont celles-ci, notamment des recommandations de prévention des complications infectieuses. On n'a pas de traitement curatif si ce n'est la thérapie génique qui est en cours. Et puis, dernier mot sur un cadre nosologique que nous voyons dans le service qui sont en médecine interne, en pathologie d'adulte, qui sont à haut risque de retard diagnostique. Patient qui vient pour un syndrome tumoral, chez qui on suspecte un syndrome lymphoprolifératif, une lymphocytose et surtout avec une vitamine B12, pensons à faire une cytométrie en flux pour penser justement au syndrome lymphoprolifération auto-immun. Donc je passerai pour dire que ce sont des formes plutôt de l'apanage de l'enfant. Et donc chez l'adulte, pensez à l'infection, au déficit immunitaire primitif devant une granulomatose et une auto-immunité. Le reste, on le sait. Et surtout devant un patient qui a un syndrome d'activation macrophagique quand on a écarté les causes infectieuses et les causes tumorales, sans oublier bien sûr l'arbre généalogique qu'il faudra faire à ce niveau-là. Et puis aussi en fonction de l'écologie bactérienne, voici ce qu'il faudrait penser. Donc les bilans en première intention, je ne vais pas me répéter. En deuxième intention, c'est la cytométrie et les tests de fonctionnalité. Et puis surtout, là je vais passer rapidement parce que j'ai trouvé un très beau travail qui a été fait par le professeur Admou, dont j'ai le plaisir de faire la connaissance dans un moment, qui a en fait fait un travail sur notre contexte. Comment aller step by step devant un déficit immunitaire commun variable? Eh bien, première situation, on écarte les causes secondaires. Et puis après, selon le profil clinique, selon le profil cytologique, eh bien, on pense notamment chez l'adulte au DICV, à la
granulomatose septique chronique au syndrome lymphoprolifératif auto-immun pour dire que chez l'adulte, oui, chez l'adulte, grâce à une meilleure connaissance, attention aux pièges diagnostiques, notamment la granulomatose, la cytopénie auto-immune, parce qu'il faut rapidement les diagnostiquer très tôt avant que ne surviennent les complications hématologiques, notamment les lymphomes. Et je vous remercie.